Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de RTI, c'est François-Xavier Boulet. Et Megouin. Pour Au micro de RTI, consacré à la suite de notre interview avec notre invité, David Chavalarias, qui est mathématicien, scientifique, chercheur au CNRS et directeur à l'Institut des systèmes complexes, qui était à Taïwan, nous le disions la semaine dernière, en fin d'année dernière, pour un forum sur l'intelligence artificielle dans ce qu'on appelle les différents mondes et univers numériques. Oui, un monde qui fait face malheureusement à la désinformation à l'échelle mondiale. Et Taïwan, comme de nombreux pays, font partie des pays ciblés par, soi-disant, les pays attaquants, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Taïwan est une cible en tant que démocratie, en tant que David face au Goliath chinois aussi, des autoritarismes évidemment. Et en plus des menaces, il y a quand même quelques opportunités. Et c'est le deuxième volet de la rencontre avec David Chavalarias, parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux, loin de là. Heureusement. Effectivement, les réseaux sociaux peuvent être une opportunité aussi. C'est une manière de communiquer plus directement, etc. Mais ça sera une opportunité que si on arrive à faire ça dans des environnements sains. Donc dans des environnements où à la fois on arrive à retirer la toxicité intrinsèque de la recommandation, parce que quand la recommandation, donc en gros c'est le contenu qui arrive sur votre page d'accueil et qui est lu par la plupart des gens, quand cette recommandation est biaisée, notamment vers la toxicité, ça ne peut pas améliorer le débat public. Et puis donc il faut s'extraire de ça, et puis aussi il faut arriver à s'extraire donc des faux comptes. Et là, il y a aussi des possibilités. Par exemple, si on arrive à obliger les plateformes à permettre aux utilisateurs de s'authentifier en tant que Français, en tant que Taïwanais, etc. Et maintenant, il y a des solutions techniques qui existent et qui permettent de le faire sans révéler l'identité. Donc, il n'y a aucune atteinte à la vie privée. Vous pouvez, sans dire que je suis David Chavalarias, je pourrais, en théorie, mettre un badge sur mon compte de réseau social et certifier que je suis bien français. Si vous faites ça, eh bien, du jour au lendemain, vous enlevez toutes l'ingérence étrangère et les IA, parce que ça permettrait aux utilisateurs de filtrer, de dire « je ne veux voir sur cette question-là que les gens qui sont de mon pays ou que les gens qui sont de l'Europe ». Et donc ça, c'est des solutions technologiques qui coûtent rien du tout, qui sont très faciles à implémenter, en 2 semaines c'est fait, et qui permettraient d'enlever cette couche-là d'astroturfing. Voilà, les solutions existent, il y a des réseaux alternatifs qui sont évidemment plus sains que X, Facebook et Twitter. En ce moment, par exemple, on est en train de lancer une opération qui s'appelle Hello QuitX, qui vise à aider les utilisateurs à sortir de X et d'aller sur Blue Sky ou Mastodon, mais avec leurs followers, c'est-à-dire de ne pas perdre tout ce qu'ils ont construit sur X, mais de le transporter sur les autres réseaux. Donc, les réseaux alternatifs existent. Maintenant, ce qui est important, c'est une prise de conscience, donc à travers l'information, à travers ce genre d'émissions, à travers différentes choses, des utilisateurs ils peuvent être plus libres et plus heureux ailleurs. Donc ça passe aussi par l'éducation de tout un chacun. Bien sûr, ça passe aussi pour l'éducation. Et pour un média public comme nous, en fait, parce que nous sommes victimes dans le sens où les posts sur nos réseaux sociaux sont très peu vus, en fait. Tant qu'on ne paye pas, en fait. Et du coup, pour un média, est-ce qu'il faut qu'on change également des plateformes que vous avez signalées, en fait? Alors, non seulement il faut que vous changiez de plateforme, mais il faut que vous incitiez tous les gens qui veulent vous suivre de manière, on va dire, efficace à vous suivre. Et donc là, c'est ce qu'on organise, par exemple, là, pour X, mais après, on pourra le faire sur d'autres choses. Mais donc, X, pourquoi ? Parce que, déjà, X, scientifiquement, on a montré qu'il y avait un problème avec X dans l'implémentation de X, notamment cette amplification de l'hostilité et de la toxicité. Mais en plus, donc depuis que Elon Musk est rentré dans la campagne Trump, on voit bien qu'il a utilisé les données de X et qu'en fait, il s'en sert comme si c'était son objet. Il a suspendu des comptes, ou il a décidé de ne pas donner des comptes à des gens juste parce qu'il n'aimait pas la manière dont il parlait. Donc, on est dans une cour chez un monarque. Donc, du coup, là, on s'est concentré sur X maintenant pour dire le 20 janvier, le jour où Elon Musk rentre au gouvernement, en gros, il sera donc ne prendra plus aucun compte à rendre à la justice. On vous aide à partir de X. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de partir tout nu, il s'agit de partir avec son réseau. Et donc, par exemple, vous, en tant que radio,
vous pouvez tout à fait dire, c'est tout simple, il faut dire aux gens qui vous suivent sur X, vous téléchargez votre archive de données personnelles de X, c'est quelque chose que X légalement doit donner à ses utilisateurs à la demande, il y a un bouton dans votre profil qui vous permet de les avoir, et une fois que vous avez cette archive, ça c'est votre valise, et vous pourrez aller sur notre plateforme de migration, dire voilà mes followers, mes followees, et après on vous reconnecte automatiquement avec tous vos followers et vos followees sur le réseau de votre choix, soit Blue Sky, soit Mastodon. Donc en tant que radio, les médias ont intérêt à faire cette chose-là, parce que comme vous disiez, les médias sont invisibilisés sur X, et c'est même pire en fait. C'est que sur X, vous avez quelqu'un qui a 200 millions de followers, c'est-à-dire en gros plus d'un tiers de la population de X, qui répète à longueur de journée, les médias mentent, les médias sont morts. Donc en gros, si vous restez dans une cour où vous avez des haut-parleurs énormes qui vous disent vous mentez et vous êtes mort, tout le monde va se mettre à penser ça dans cette cour-là. Donc c'est urgent de sortir tout le monde de ça. Et je pense que vraiment, Elon Musk a déversé des tonnes de fumier dans la piscine de l'information, et donc il faut juste sortir de la piscine et aller dans celle d'à côté. Parce que c'est plus de l'information, du coup. Parce que c'est plus de l'information. Et ces réseaux alternatifs, comment on peut assurer une meilleure sécurité de ces réseaux et qu'ils ne soient pas la cible d'attaques prochaines et de même déversement de fausses informations ou de manipulations? Alors, très bonne question. Donc, en fait, il faut savoir que les réseaux que la plupart des gens utilisent maintenant, donc Facebook, Twitter, enfin X maintenant, etc., ce sont des anciens réseaux, c'est les anciennes générations. Donc, c'est des réseaux qui sont centralisés et dont le modèle économique est j'exploite les données de mes utilisateurs et l'influence de mes utilisateurs. Depuis donc maintenant les années 2010, même plutôt 2020, il y a des nouvelles technologies qui permettent de faire des réseaux qu'on appelle décentralisés, c'est-à-dire que personne ne peut les acheter. D'accord. Et ces réseaux-là, en fait, il y a 3 propriétés qui sont importantes pour choisir un bon réseau social. C'est est-ce que vos données vous appartiennent, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable, quand vous voulez, de partir et de récupérer par exemple tous vos tweets sur un autre réseau. Est-ce que votre influence sociale, vos capital social vous appartient, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de partir sur un autre réseau et de retrouver vos followers, followees, de même que quand vous changez de numéro de téléphone, même si vous avez pris un autre opérateur, on peut toujours vous appeler. Et la dernière chose, c'est est-ce que vous êtes capable de maîtriser comment on vous alimente en information? Ça, c'est l'algorithme de recommandation. Donc, ces 3 choses-là, sur Twitter, c'est non, sur Facebook, c'est non, sur Instagram, c'est non. Ils n'offrent pas ça. Mais les nouvelles générations de réseaux sociaux sont conçues pour vous offrir ça, spécifiquement. Notamment Mastodon et Blue Sky sont basés, on va dire au niveau du protocole, ça s'appelle, pour vous permettre ça. Et donc, en fait, quand on parle de Mastodon, Blue Sky versus X, on fait un petit peu une erreur parce que X, c'est un système centralisé, il y a un propriétaire qui décide tout. Blue Sky Mastodon, c'est plutôt on se met d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire poster un message et le partager, et après n'importe qui peut construire son infrastructure et s'interconnecter. Donc ça veut dire que si demain je ne suis pas d'accord avec la personne qui modère mon hébergement Mastodon, c'est pas de problème, je déménage, et là c'est très facile, c'est un bouton, je dis je veux aller là, et tout est redirigé, de même que quand on change d'opérateur téléphonique. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est en gros redonner la liberté aux utilisateurs, et c'est garantir que vous n'avez pas un Elon Musk qui va racheter l'endroit où vous trouvez, qui du coup va prendre possession de vos données, de votre audience, et vous êtes bloqué. D'accord. Et au niveau du coup du contenu, il y a aussi une meilleure protection vis-à-vis des robots ou des interactions, n'est-ce pas? Alors après, au niveau du contenu, tout est possible au sens où c'est pas parce que vous êtes sur un réseau comme ça que les robots ou les gens qui vont faire du harcèlement vont pas pouvoir aller. Par contre, vous pouvez décider de choisir un hébergeur, par exemple, qui a une politique de modération, par exemple, qui va interdire l'homophobie, par exemple. Donc, si vous êtes sur un hébergeur, vous êtes sûr que vous êtes protégé contre des contenus homophobes parce qu'ils vont être bloqués, tout simplement. Et aussi, comme c'est un environnement ouvert d'un point de vue technique, infrastructure, c'est-à-dire que ouvert, ça veut dire que n'importe qui peut proposer des nouvelles fonctionnalités et les intégrer à l'environnement. Ce qui veut dire que, par exemple, nous, en tant qu'un laboratoire de recherche, quand Twitter avait été ouvert, parce qu'à un moment donné, il était un peu ouvert, on a pu proposer des plateformes qui permettaient de détecter en temps réel la désinformation, de dire à quelqu'un si la nouvelle qu'il est en train de lire est quelque chose qui est apporté par un sous-groupe très spécifique ou généralement global. Donc on peut apporter de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, c'est plus possible sur Twitter parce que Twitter s'est fermé, mais sur les environnements ouverts, ça va être possible. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que Blue Sky et Mastodon
vont énormément évoluer et il y a tout un ensemble d'acteurs qui vont apporter des nouveaux services qui vont les rendre plus attractifs. Et notamment, ça va permettre de mieux bloquer les comptes malveillants, on va dire. Donc, l'avenir est bien meilleur de ce côté-là que du côté des anciens réseaux, ancienne génération. D'accord. J'ai l'impression que les Taïwanais sont plus avertis sur le danger de TikTok que les publics étrangers. La dernière fois, quand j'étais en France, même au fin fond de la France, je voyais des gens qui suivaient TikTok. Comment expliquer les gens ne sont pas avertis, en fait. Alors, les gens ne sont pas très avertis, mais ce n'est pas faute d'essayer de les avertir. Il y a plusieurs personnes qui essaient de les avertir. Moi, j'ai un chapitre entier, une section entière dans le Toxic Data qui s'appelle « Est-on TokTok d'être sur TikTok ?» Il y a un problème avec TikTok, c'est que c'est une arme hybride. Mais en fait, les régulateurs hésitent à le réguler justement parce qu'ils se disent on est en train d'intervenir sur un marché avec la concurrence, etc. En fait, c'est une fausse conception. C'est-à-dire que TikTok, c'est un État qui n'accepte pas de déployer des réseaux sociaux chez lui et qui les déploie chez les autres. Et donc, en fait, il exploite cette asymétrie. Donc, il suffirait d'invoquer ce qu'on appelle le parallélisme des formes, c'est-à-dire que dans les relations entre États, vous êtes obligé d'avoir des relations symétriques. Si je taxe vos produits, vous allez taxer les biens. Si je baisse, j'enlève les taxes, vous allez enlever les nôtres. Donc, on peut faire exactement la même chose sur TikTok. Mais tant qu'il n'y a pas une prise de conscience au niveau de l'État qui explique pourquoi c'est ça et qui utilise les leviers qu'il a, les citoyens ne comprennent pas. Si on leur dit vous ne devrez pas aller sur TikTok, oui, mais il est autorisé, pourquoi vous nous dites ça Et les gens disent c'est la Chine derrière, non, c'est pas vrai. Donc il y a une prise de conscience qui est nécessaire, mais je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de l'État, des États, du fait qu'ils peuvent faire quelque chose quand il y a une telle asymétrie. Et les discours formatés, ou fausse information, manipulation, etc., alimenter les hostilités, comme vous disiez, ça vient essentiellement, on le disait, de la puissance Chine ou de la puissance Russie. Est-ce qu'on doit être alerté d'autres sources possibles ou tentatives comme ça de ces manipulations de l'information, y compris dans nos démocraties, sous couvert de liberté? Bien sûr. Alors, comment être alerté en fait? Il faut savoir que il y a des acteurs qui sont il y a beaucoup d'États qui utilisent ce genre de technique, mais à différentes fins. C'est-à-dire que la Russie est celle qui utilise ça à des fins les plus malveillantes, peut-être, vraiment à des fins de destruction. La Chine, probablement aussi, mais aussi à des fins de changement de narratif, justement, par rapport au discours autour de Taïwan et de statut de Taïwan. Il y a des attaques qu'ils utilisent pour plutôt se protéger ou pour faire de la propagande au sens, on va dire, plutôt soft du terme, en disant on est bien, etc. Donc, il ne faut pas être naïf, beaucoup de gens l'utilisent, mais c'est vrai que la Chine et la Russie sont celles qui sont le plus agressives avec ces méthodes, qui ont le plus développé ces méthodes. Il faut aussi savoir que, par exemple, il y a des méthodes, notamment donc, de désinformation, que ne se permettront quasiment jamais des démocraties. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand les Français ont été chassés du Mali, notamment suite à des campagnes de désinformation, quand ils se sont retirés, les Russes ont fait des opérations en créant des faux charniers pour faire croire qu'en fait les Français avaient fait des massacres. Et après dire, regardez, quand ils partent, on trouve des charniers. Manque de bol, les Français avaient des drones et ils ont filmé les Russes en train de faire les charniers, et donc ils ont pu en gros débunker ça au bon moment. Mais moi j'ai discuté avec des membres de l'armée française qui nous disaient mais nous jamais on ferait quelque chose comme ça, parce que dans les démocraties, même si en temps de guerre vous pouvez faire des choses qui sont répréhensibles, etc., il y a quand même des limites morales que en moyenne on évite de passer, quoi. Donc oui, il y a des opérations comme ça de différents États, mais non, pas tous les États ne dépassent les bornes morales et éthiques au point que le font le Kremlin ou le Parti communiste chinois. Et là, on parle d'États. On sait que les démocraties ont tout intérêt à s'allier ensemble pour lutter contre ce type de menaces. Mais est-ce que ces menaces, elles s'allient ensemble aussi de manière internationale au-delà des frontières, en fait? Alors, c'est difficile de dire si elles s'allient, on va dire, de manière très formelle. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'elles sont en synergie sur le terrain. Et d'ailleurs, elles sont en synergie. Vous avez des synergies entre des menaces externes. Donc, par exemple, en France, vous avez des synergies entre des actions du Kremlin et peut-être de la Chine, et très clairement de l'extrême droite française. Donc, il n'y a pas besoin de se mettre d'accord en préalable pour casser ensemble un magasin. Donc, on voit sur le terrain des élections, et même en amont,
des actions qui vont dans le même sens, des narratifs qui circulent, par exemple des sphères à extrême droite américaines et qui passent dans les sphères extrême droite françaises ou anti-Covid-19, par exemple le vaccin Covid-19. Oui. Donc tout ça, on le voit, on a pu le documenter notamment de manière très claire pendant la pandémie, par exemple, c'est là où on a vu se monter des communautés anti-vaccin Covid-19, donc, qui sont vraiment différents de gens qui refusent le vaccin, parce qu'on peut refuser le vaccin pour différentes raisons, mais là, on va utiliser cette vaccination pour, en gros, abattre le système et crier à la dictature sanitaire, ce qui est vraiment autre chose. Donc on a vu ce mouvement-là se constituer et créer des communautés très très fortes dans tous les pays, et se connecter entre elles. Hein. Donc là, il y a vraiment synergie entre différentes forces malveillantes, on va dire, dont l'objectif est toujours, en gros, de renverser l'ordre établi, mais pour le plus mauvais, on va dire. C'est pas qu'on veut améliorer la démocratie en disant, je sais pas, il y a trop de corruption, là, on va mettre quelque chose de mieux, mais c'est plutôt, on va mettre un homme fort qui va être d'accord avec Poutine et Xi Jinping, et puis qui va... voilà. Donc, il y a des synergies. Et on peut d'ailleurs s'attendre à ce que maintenant que Trump est au pouvoir avec Elon Musk, les États-Unis, qui déjà aussi étaient forts, on se souvient de l'affaire Snowden, la NSA espionne un petit peu tout, mais que là, ils utilisent ça pas seulement pour des opérations d'espionnage économique, mais aussi pour des opérations d'ingérence électorale très fortes. Il faut s'attendre un petit peu à ce changement de contexte. Du coup, ces synergies, ça peut faire aussi le jeu de ces attaques, en fait. Oui, bien sûr. Alors, j'avais une petite question pour conclure. Est-ce qu'on pourrait avoir, je ne sais pas si c'est possible de voir un peu, ça fait 7 ans que vous travaillez un peu sur ces recherches avec vos équipes. Est-ce que vous avez senti une évolution en cette année ? Non, depuis vos débuts jusqu'à maintenant, et si oui, sous forme de pic ou sous forme exponentielle? Donc évolution dans les méthodes, on en a parlé un petit peu. Au niveau évolution sur le paysage politique français, très clairement, en fait, on a vu, donc on a cartographié le paysage politique français. J'invite aux auditeurs, ils peuvent aller sur notre site internet ou le mien, notamment il y en a un qui s'appelle sociopics.org, où il y a des espèces de reconstitution de ces dynamiques sur le long terme. Donc on a cartographié l'espace politique français sur ces 7 ans, et on voit la modification de la structure, la modification de l'importance des différents groupes de militantisme politique. Par exemple, on a vu l'effondrement du PS et de LR 6-7 mois avant les élections. Quand j'ai commencé à faire la première carte à septembre 2021, les élections étaient en avril-mai, ils étaient quasiment plus là. Alors que le groupe extrême droite, lui, est devenu une énorme excroissance. Donc on a vu le paysage basculer, d'un paysage, on va dire, modéré et équilibré entre gauche et droite modérée, vers un paysage extrémisé avec une extrême droite très forte, une gauche radicale très forte et une communauté qui fait le lien entre les deux, enfin qui joue sur les deux et qui essaye de les extrémiser, et cette communauté-là, elle est à 80% pro-Kremlin. Donc on a vu ce paysage se reconfigurer de cette manière-là. Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup. C'était notre entretien avec David Chavalarias, chercheur et mathématicien français qui a été à Taïwan à la fin de l'année dernière pour participer au forum Innovation Day, et il a notamment abordé des questions sur la désinformation, la guerre cognitive et aussi tous les messages malveillants à travers... Avec les réseaux sociaux, notamment comment les algorithmes peuvent jouer pour ou contre, parce que ça fait partie de ses recherches en tant que mathématicien. Et bien sûr, comment au niveau du contenu, ce ne sont plus ni les algorithmes ni l'intelligence artificielle seule, mais bien sûr l'humain derrière qui peut gérer cela. Il a notamment conseillé quelques plateformes de réseaux sociaux que les médias publics peuvent utiliser en rejoindre son opération Allo Quit X. Mais après, il faut étudier si les internautes tels que nous sommes éduqués, entre guillemets, aujourd'hui, en fait, par les réseaux sociaux, s'habitueront à ce genre de médias moins toxiques. Voilà, tout en étant alertés sur les nouveaux dangers de toxicité qui pourraient guetter ces nouvelles plateformes aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri 100% de toutes ces malveillances. Voilà, merci à tous et à bientôt.